Pendant un instant, on a cru au début de la Troisième Guerre mondiale. Le 24 février 2022, alors que la Russie envahit l'Ukraine, à l'autre bout du globe, il se passe ça. Des avions de chasse chinois survolent le territoire de Taïwan. Alors pour certains c'est clair, la Chine en profite pour elle aussi envahir son voisin. Bon, je vous rassure, ça n'était qu'une coïncidence. La Chine intimide régulièrement Taïwan et c'est juste tombé au mauvais moment. Mais si cette menace inquiète tout le monde, c'est parce que Taïwan est une véritable bombe à retardement. Un simple geste maladroit pourrait entraîner une réaction en chaîne et embraser la terre entière. Alors on va essayer de comprendre pourquoi la Chine est prête à risquer la paix mondiale pour cette île. Pourquoi en 50 ans elle ne l'a pas encore fait et pourquoi la guerre en Ukraine a tout bousculé. Si vous avez regardé les Jeux Olympiques de Pékin en 2022, vous avez peut-être remarqué ce détail. Parmi les participants, il y avait évidemment la Chine, mais aussi la Chine de Taipei. Si on différencie les deux, c'est parce qu'on ne parle pas du même territoire. La première désigne la Chine continentale, officiellement la République populaire de Chine. Et l'autre, c'est cette île, Taïwan, alias la République de Chine. Et ici, l'appellation Chine de Taipei aux Jeux Olympiques n'a pas vraiment plu aux habitants. Taiwan is Taiwan, not so-called Chinese Taipei, which represents China's oppression. Sauf que pour la Chine, pas question d'entendre parler de Taïwan. L'appellation Chine de Taipei a beaucoup trop d'importance. Pour comprendre cette discorde, il faut remonter à 1945. À l'époque, la Seconde Guerre mondiale vient de se terminer. Les Japonais libèrent les territoires occupés et la République de Chine ressemble à ça. Elle est sous l'autorité du parti nationaliste, avec à sa tête cet homme, un certain Chiang Kai-shek. Il ne sort pas de nulle part. C'est l'un des membres les plus fidèles du parti et le grand leader de la résistance face aux Japonais. Sauf que même si l'occupant est parti, il doit s'occuper d'une rivalité historique. En fait, une partie de la population n'approuve pas le pouvoir en place. Elle se rallie plutôt derrière les forces communistes, qui occupent une partie du pays. Elles sont menées par Mao Tse-tung, lui aussi grand leader de son parti et plus influent que Chiang auprès de la population. Les conflits entre ce qu'on appelle le Kuomintang, c'est-à-dire le parti nationaliste, et le parti communiste ont cours depuis les années 30. Là, l'ennemi japonais n'est plus là, la Seconde Guerre mondiale est terminée, il n'y a pas de raison de cesser les conflits reprennent de plus belle. Progressivement, les forces communistes prennent le dessus. Chiang décide de se replier vers Taïwan et en 1949, il s'isole complètement là-bas avec ses partisans. Mao, lui, décide de s'installer à Pékin, où il instaure son propre régime, la République populaire de Chine. Et c'est là que ça commence à devenir complexe, parce que Chiang, isolé à Taïwan, continue à clamer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire chinois. Et officiellement pour les pays occidentaux, c'est lui qui représente la Chine. Sauf que dans les faits, c'est Mao qui occupe la majorité du territoire chinois, et clame lui aussi la souveraineté sur toute la Chine, Taïwan inclus. Et pour renforcer sa position, il a un atout, le dirigeant de l'Union soviétique, Joseph Staline. Grâce à lui, des pays communistes du monde entier vont reconnaître la Chine de Mao. On se retrouve avec deux régimes fondamentalement opposés, qui ne se reconnaissent pas entre eux et qui revendiquent le même territoire. À l'international, il faut choisir, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça vous semble compliqué ? Eh ben ça va se compliquer encore plus. En 1953, Staline meurt, et il est remplacé par un certain Nikita Khrouchtchev. Le nouveau dirigeant voudrait bien éviter une troisième guerre mondiale, et décide de lever un tout petit peu le pied sur l'armement. Ça passe par exemple par ne pas aider ses voisins chinois à développer l'arme nucléaire. Et ça ne plaît pas du tout à Mao. Les deux pays finissent par se fâcher, et coupent presque toutes leurs relations. De l'autre côté du globe, les Occidentaux flairent le bon plan. Pour enfoncer encore plus l'Union soviétique, ils accueillent Mao à bras ouverts. On pensait que la Chine était stratégiquement de notre côté, une force qui permettait aussi d'affaiblir le camp soviétique, le camp de Moscou. Et donc, tant que la guerre froide était présente, la Chine était stratégiquement de notre côté. À l'international, la Chine communiste pèse plus que Taïwan, de par sa taille, son armée ou son économie. Alors en 1971, les Nations Unies décident d'attribuer le siège de la Chine, non pas à la République de Chine de Taipei, mais à la République populaire de Chine de Pékin. Mais là, un problème se pose. Mao a beau avoir les rênes officiels du pays, il n'a pas encore le contrôle de Taïwan. Le pouvoir nationaliste s'y est installé,
et à développer ses institutions, son économie et ses armées. Pour reprendre le contrôle, Mao pourrait les envahir par les armes, mais là aussi, il fait face à un problème majeur. Cet espace entre Taïwan et la Chine est très prisé. Il est bien utile pour le commerce et permet de relier facilement plusieurs pays d'Asie. Personne n'a intérêt à ce que la Chine contrôle complètement la zone, et encore moins à ce qu'une guerre s'y déroule. Pour les États-Unis, l'opportunité dans les années 70, c'est de faire front commun, entre guillemets, contre l'URSS. Mais ça ne veut pas dire à aucun moment que l'ensemble de ces pays ont décidé d'abandonner Taïwan. Pour dissuader la Chine d'attaquer, les États-Unis signent cette loi en 1979. Elle les voue à intervenir militairement sur l'île en cas de besoin. Ce texte crée une protection autour de Taïwan. À l'époque, la Chine est trop occupée à réformer le pays de l'intérieur, et Taïwan est loin d'être sa priorité. Sauf que ça aussi, ça va finir par changer. Les années passent et l'immobilisme prime sur les tensions. Durant cette période, les deux nations vont prendre des routes très différentes. D'un côté, le régime taïwanais a évolué vers un système démocratique. Les vues de la République de Chine sur les territoires chinois ne sont plus qu'une simple formalité, et ont laissé place à une véritable identité taïwanaise. Le 20 mai de l'an 2000, Taïwan inaugure un tout nouveau président. Cette élection est particulière, parce que pour la première fois depuis la fuite de Chiang, le président n'appartient pas au parti nationaliste. Il appartient au parti progressiste, et ça change tout. L'entrée en démocratie s'accompagne évidemment de quelques groupes qui prônent l'indépendance qui émergent. Une nation taïwanaise complètement déracinée de la Chine, pour Pékin, c'est inadmissible. Car de son côté, la Chine aussi a bien évolué. La guerre froide est finie, et le monde communiste doit se réinventer. Pour sauver la face, le parti communiste chinois place les valeurs traditionnelles et la fierté nationale au cœur de son discours. Le nationalisme, il est fondamental en Chine aujourd'hui et depuis les années 90, il a été utilisé notamment pour remplacer l'idéologie comme un des ciments de cette légitimité du parti communiste. La culture et l'intégrité du territoire sont plus centraux que jamais. Or, pour la Chine, Taïwan est considéré comme une 23e province. Alors, hors de question que l'île prenne son indépendance. En 2005, la Chine publie cette loi. Si l'île se dirige un peu trop vers son indépendance, elle interviendra militairement pour récupérer son dû. C'est par exemple si Taïwan demandait officiellement un siège au sein des Nations Unies. En fait, en déclarant cette loi, la Chine verrouille à son tour le status quo. Combinée au texte américain de 79, elle rend le nœud de Taïwan indémêlable. Le moindre mouvement pourrait être mal interprété et déclencher une guerre entre plusieurs puissances nucléaires. Bon, on a compris, si Taïwan a su maintenir une autonomie pendant aussi longtemps, c'est parce que petit à petit, les limites posées par les États se sont transformées en un sac de nœuds indémêlable. Jusque-là, ça suffisait pour maintenir la paix. Mais un événement va changer la donne. La guerre est déclarée en Ukraine. La Russie a lancé son attaque ce matin à l'aube. Le fait que Poutine envahisse l'Ukraine est une déflagration dans le monde entier. Et si je vous en parle maintenant, c'est parce que le conflit en Ukraine est riche d'enseignements pour la situation à Taïwan. Du côté de Taïwan, par exemple, un des enseignements, c'est que des moyens extrêmement asymétriques, mobiles, portables, qu'on peut disperser sur l'ensemble de l'île, sont extrêmement efficaces pour faire face à une invasion. Le premier enseignement, c'est que la Chine devra revoir ses capacités militaires si elle espère un jour envahir Taïwan. Surtout que faire un débarquement, c'est plus compliqué que de franchir une frontière. Pour l'instant, les militaires chinois considèrent qu'ils ne disposent pas encore de l'ensemble de ces capacités militaires. Côté russe, les experts font état de grosses lacunes en termes de préparation, de communication et de logistique. Alors se pourrait-il que, comme Poutine, malgré les enjeux, le président chinois passe à l'action? Le risque dans tous les systèmes autoritaires, c'est qu'il y ait de fait un isolement, que les informations qui viennent du terrain, notamment des services de renseignement, remontent de façon biaisée, de façon filtrée, ce qui in fine pousse le dirigeant à prendre une mauvaise décision. Et on l'a vu avec le cas de Vladimir Poutine sur l'Ukraine. En Chine, le président Xi Jinping s'isole de plus en plus. Il mène une politique de répression face à ses opposants et a même modifié la constitution pour garder son mandat à vie. Comme Poutine, il planche sur un discours nationaliste pour maintenir sa popularité. Et à l'instar de l'Ukraine, il veut mettre Taïwan au pas. Alors le risque, c'est que lui aussi s'entoure de gens qui ne le contredisent plus,
et qu'un jour, ils finissent par s'attaquer à l'île. L'objectif, c'est de convaincre la Chine que si elle intervenait militairement sur Taïwan, non seulement ce serait un échec pour Pékin, mais en plus le coût serait prohibitif. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. Si Taïwan fait autant parler d'elle, c'est parce que son invasion produirait une onde de choc mondiale. Contrairement à l'Ukraine, elle impliquerait directement plusieurs puissances nucléaires. Et paradoxalement, c'est ce risque qui rend le conflit très peu plausible. Il est peu probable que la Chine s'embarrasse d'aller attaquer Taïwan pour déclencher une guerre mondiale, en quelque sorte. En attendant, pour maintenir la paix, chacune des parties rappelle régulièrement ces termes du contrat. Mais la guerre en Ukraine nous rappelle que diplomatie et dissuasion ne font pas tout, et que parfois l'idéologie prend le dessus sur la raison. Alors même si l'invasion est loin d'être probable, elle reste malheureusement loin d'être impossible. Le cas de Taïwan n'est pas vraiment le cas de l'Ukraine. Les enjeux sont totalement différents. Si la Chine provoque une guerre contre Taïwan, elle pourrait énormément y gagner, tout comme elle pourrait énormément y perdre. Une potentielle intervention américaine pourrait très vite s'emballer et partir en troisième guerre mondiale avec cette fois-ci des armes nucléaires. Le marché des semi-conducteurs est déjà très tendu avec les nombreuses pénuries. Cette potentielle guerre pourrait plonger le monde dans une énorme pénurie et par conséquent aggraver encore plus l'inflation. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Pensez-vous que le prochain conflit majeur du XXIe siècle viendra de l'Asie? Craignez-vous une potentielle troisième guerre mondiale? Dites-nous ça en commentaire, nous serions ravis d'en discuter avec vous.